comment est-ce qu'un peuple se forge une identité? Eh bien, pour les terres qui allaient devenir l'Ukraine, la réponse, elle s'est écrite sur 3 siècles. 3 siècles de conflits, de choix cornéliens et d'une résilience incroyable. C'est cette histoire, cette forge d'un peuple, qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. On est au milieu du XIIIe siècle. Il faut s'imaginer une force redoutable, venue de l'Est, l'Horde d'or mongole. Elle déferle sur l'Europe. Et en plein sur son chemin, il y a Kiev. Pas n'importe quelle ville, le cœur vibrant de la Russe, la mère de toutes les cités de la Russe. Et là, on ne parle pas d'une simple conquête. Non, c'est un anéantissement, un véritable effondrement. Les chroniques de l'époque sont formelles, la destruction est quasi totale. C'est tout simplement la fin de l'ère de la Russe de Kiev. Son peuple, ses dirigeants, tout est dispersé. Alors, la question qui se pose, elle est immense. Sur ces ruines, qu'est-ce qui peut bien être? Face à un désastre pareil, comment est-ce que les habitants de ces terres vont pouvoir se reconstruire? Eh bien, on va voir que 3 réponses, 3 voies très différentes vont émerger, et elles vont façonner un avenir complètement nouveau. Bon, avant d'aller plus loin, il faut vraiment prendre la mesure de la catastrophe. L'invasion mongole, ce n'est pas juste une défaite militaire. C'est un vide de pouvoir immense. Toutes les anciennes principautés sont brisées, et les survivants, eh bien, ils sont obligés de tout réinventer. 10 semaines, c'est tout. C'est le temps qu'il a fallu pour que la grande, la fière Kiev soit mise à sac. Le 6 décembre 1240, tout s'arrête. La défense a été héroïque, menée par le voïvode Dmitro, mais, soyons clairs, la force mongole était juste irrésistible. Il n'y avait rien à faire. Alors, la première réponse face à ce nouveau monde, elle va venir de l'Ouest, de la principauté de Galicie-Volhynie, plus précisément. Et son chef, le prince Danilo Romanovitch, va devoir apprendre à naviguer dans des eaux très, très troubles. Et là, Danilo se retrouve face à un choix, mais un choix impossible. D'un côté, il y a l'Occident. Le pape Innocent IV lui propose carrément une couronne royale en 1253 en espérant lancer une croisade. Et de l'autre côté, l'Est, la réalité, brutale, implacable, qui l'oblige à aller se soumettre au Khan Batu. Pourquoi ? Pour sauver son peuple de l'anéantissement, tout simplement. Cette phrase d'un chroniqueur de l'époque, elle dit tout. L'humiliation est totale, profonde. Il faut bien se rendre compte, le prince le plus puissant de toute la Russe, qui est forcé de s'agenouiller et de se déclarer esclave. C'était ça le prix terrible à payer pour la survie. Un compromis politique, oui, qu'il espérait sans doute temporaire, mais qui a laissé une cicatrice vraiment profonde. Donc, pendant que Danilo essaye de jouer la carte de la diplomatie, de résister comme il peut, eh bien, une deuxième réponse commence à émerger, cette fois-ci au nord. C'est la montée en puissance du Grand-Duché de Lituanie. Une force complètement nouvelle qui va proposer une toute autre alternative à la domination mongole. Et leur approche, elle est radicalement différente. Rien à voir avec les Mongols. Les grands-ducs lituaniens, eux, sont très pragmatiques. Au lieu de débarquer et d'imposer leur culture, ils adoptent une politique beaucoup plus fine. On préserve les traditions locales. Et les résultats, franchement, sont remarquables. La langue de la Russe devient la langue officielle. Les nobles locaux gardent leurs terres, leur influence, la religion orthodoxe est respectée, et en plus, ils arrivent à repousser la menace de l'Horde d'or. Pour beaucoup de principautés de la Russe, le règne lituanien, ce n'est pas une conquête, c'est une intégration. C'est un peu comme si l'ancienne culture continuait, mais sous une nouvelle dynastie. Ils iront même jusqu'à libérer Kiev en 1363. Mais voilà, cette période de stabilité, même si elle est relative, elle ne va pas durer éternellement. Un nouveau grand changement se prépare. Et cette fois, ça ne vient pas d'une conquête militaire, non, ça vient du mariage, de la politique, et ça va rapprocher toutes les terres de la Russe de l'orbite d'une autre grande puissance, le royaume de Pologne. Ce virage vers l'ouest, il ne s'est pas fait en un jour, ça a été progressif. Tout commence en 1385, un mariage royal qui unit la Lituanie et la Pologne. Et ça introduit le catholicisme dans l'équation. À partir de là, l'influence polonaise ne va faire que grandir, petit à petit, jusqu'à l'étape finale, l'union formelle de 1569. Alors, l'union de Lublin, là, c'est un tournant absolu. C'est la naissance d'un nouvel État hyper puissant. Mais pour les terres ukrainiennes, le changement est radical. La Wallonie, la Podolie, la région de Kiev, tout ça passe directement sous administration polonaise. Et ce fameux principe lituanien de ne pas toucher à l'ancien, eh bien, il commence sérieusement à s'effriter face à la polonisation et à la contre-réforme catholique. Et donc, on a cette pression qui monte. Pression politique et religieuse de la noblesse polonaise au nord et la menace constante des raids tatars au sud. Face à ça, une troisième réponse va exploser. Une réponse sauvage, libre,
militaire, forgé tout là-bas, aux frontières de la civilisation. Voici venir les Cosaques. Mais alors, c'était qui exactement les Cosaques? Attention, ce n'est pas du tout un groupe homogène, c'est un mélange fascinant. On y trouve des paysans qui fuyaient le servage, des citadins qui ont perdu leurs droits, des nobles orthodoxes qui ont été mis sur la touche, et puis des aventuriers tout simplement, en quête de liberté. Le point commun de tous ces gens, ils rejettent l'ordre établi. Et ils ont trouvé refuge dans les champs sauvages, les immenses steppes du sud, pour y créer une toute nouvelle société. Et le cœur de ce nouveau monde, c'est la Sich Zaporog. C'est une sorte de camp militaire fortifié, oui, fondé vers 1556. Mais c'est bien plus que ça. C'est une véritable république, presque démocratique, où les chefs sont élus. C'est un défi direct, frontal, à l'ordre féodal qui domine partout ailleurs. Au début, c'était surtout une force pour se défendre contre les raids, mais ça va très très vite changer. Ça devient une force de rébellion. Les soulèvements de la fin du XVIe siècle, comme ceux de Kosinski et Nalivaiko, vont montrer à tout le monde que les Cosaques sont devenus une vraie puissance politique et militaire, une puissance avec laquelle il faut désormais compter. Et ils ne défendent pas seulement leur liberté, ils se posent aussi en défenseurs de la foi orthodoxe. Voilà, en 3 siècles à peine, à partir d'un effondrement total, on a vu émerger 3 voies bien distinctes. Il y a eu la résistance d'un roi pris entre deux feux, il y a eu l'intégration, plus pacifique, dans le monde lituanien. Et puis il y a eu la rébellion, née dans la steppe. Chacune de ces voies a laissé une marque, une empreinte indélébile. Ensemble, elles ont forgé les débuts d'une identité complexe, pleine de contradictions, mais incroyablement résiliente. Une nouvelle puissance était née, c'est certain. Mais la lutte pour définir la même de cette terre, elle, ne faisait que commencer.